Et la politique, vous l'avez compris, c'est avec René Revol ce soir, cher Olivier, le Front de Gauche qui fait le buzz, fait la une. Exactement. Bonsoir René Revol, maire de Grabels, donc on l'a dit, porte-parole régional du Front de Gauche. Vous êtes issu du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui mène la campagne des présidentielles qui arrivent. Alors, est-ce que vous êtes candidat aussi aux législatives ? L'accord est en train de se préparer et je serai parmi les candidats, mais j'attends que cet accord soit finalisé pour que tous les candidats du Front de Gauche dans l'Hérault soient désignés d'une manière collective. Les investitures, ça sera à quel moment? D'ici une semaine, c'est réglé. Et la 8e circonscription vous intéresse, celle de Grabels, ou pas forcément? Pas forcément, on verra. Je préfère rien dire là-dessus. Pour le moment, j'ai la campagne présidentielle qui me suffit. Voilà. Oui, enfin, en même temps, vous nous dites ça, mais si c'est dans une semaine, à partir de la semaine prochaine, vous basculez sur les législatives, c'est ça? Oui, mais notre conception des législatives, c'est le fait que nous sommes tous, là où nous sommes, des porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble du Front de Gauche, parce que c'est une aventure collective. On défend un programme. C'est devenu un best-seller de librairie. On en a vendu près de 500 000 exemplaires. On se base sur ce programme et on fait une campagne collective. Il n'y a pas de territoire? Les territoires n'ont pas moins d'importance? Comment? Les territoires ont moins d'importance? Si, les territoires ont de l'importance, mais c'est une réponse politique. Quand vous élisez un député, vous ne l'élisez pas pour boucher le coin de la rue. Ça, je sais faire, je suis maire. Vous l'élisez pour faire la loi. Donc il vaut mieux dire quelle loi vous voulez faire plutôt que de dire où est-ce que je veux bien être élu. Voilà. Et donc, ça, c'est très important, c'est d'avoir des candidats capables de porter le programme du Front de Gauche. Alors justement, vous l'avez dit, vous êtes maire et vous faites bien ce distinguo entre une fonction d'élu local et puis ce travail du législateur qui regarde les députés. Mais par contre, vous n'êtes pas hostile au cumul des mandats. Je défends moi, depuis très longtemps, l'idée du mandat unique. Et donc, si d'aventure j'étais élu, eh bien, il faudrait que je mette en application ce mandat. Et donc, je suis prêt à assumer les responsabilités qui seront liées à ça. J'avais fait la même réponse quand j'étais candidat au régional. Bon, pour le moment, je défends un programme. Bon, j'ai l'avantage d'être un peu plus connu que d'autres. On me demande d'être candidat. J'assume cette responsabilité. Nous sommes un petit parti. Nous n'avons pas beaucoup de personnalités capables d'être présents. Et ben, voilà, moi, je suis le porte-drapeau. Je l'assume. Voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon est en campagne, on l'a dit, pour les présidentielles. Alors il a marqué les esprits la semaine dernière lors d'une émission de télévision sur France 2. 3,2 millions de téléspectateurs, c'est pas rien, ce qui aurait, pour certains analystes en tout cas, boosté un petit peu les sondages qui ont suivi. Alors le dernier sondage a été réalisé par Ipsos les 13 et 14 janvier, donc juste après, Jean-Luc Mélenchon qui obtiendrait donc au premier tour 7,5% des voix, en tout cas 7,5% des intentions de vote pour le moment. François Hollande toujours en tête, 29%, Nicolas Sarkozy 23%. Ce sont des sondages que vous regardez au niveau du Front de Gauche? Il faut regarder les sondages, mais vous savez bien que le sondage, c'est aléatoire. Enfin, une partie de mon métier consistait à analyser les sondages. Je sais très bien comment ils sont calculés, comment il y a des coefficients de correction en fonction des dernières élections présidentielles, de chaque courant. Donc tout ça fait baisser les moyennes pour certains, les font monter pour d'autres en fonction du résultat qu'ils ont eu précédemment. En même temps, M. Revol, attendez, je réponds à la question. Beaucoup, le sondage est une indication, oui. D'accord? Mais moi, je ressens très très bien autour de moi, si vous voulez, que Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas nécessairement connu du grand nombre, était connu d'un public plutôt militant, de gauche traditionnelle, etc. Grâce à cette émission, il a eu plus de 2 heures à la télévision. Bon, 3,2 millions, il a battu Bayrou, il a battu plein de gens en termes d'audience, et il a eu un langage direct et vrai, quoi. Donc il a commencé à développer ses propositions, à dire, ben voilà, si au-dessus de 30 fois le SMIC, on prend tout. Voilà, pourquoi pas? Alors aujourd'hui, on est dans une sorte de consensus général, comme quoi il faudrait baisser la tête, que la crise ne devrait entraîner que des économies pour tous, qu'on devrait tous se serrer la ceinture, pendant qu'on voit qu'à côté, certains se gavent largement. Quand on voit ce qui se passe avec les banques qui reçoivent 500 milliards, qui n'utilisent aucun de ces milliards, ils ont reçu 500 milliards de la Banque centrale juste avant Noël, il n'y a pas un crédit qui a été débloqué, pas un crédit. Ça signifie qu'ils l'utilisent uniquement pour leur propre bien. Donc aujourd'hui, la France qui travaille, la France qui a envie de relever la tête, et ben voilà, il y a un candidat qui dit les choses en face et qui dit pas des demi-mesures. Voilà. Bon, je pense que c'est ça. Alors moi, j'ai vu au lendemain de l'émission, si vous voulez, des gens qui n'étaient pas dans la sphère politique et qui ont dit tiens, on va regarder.
qui ont été scotchés jusqu'à la fin de l'émission. Donc aujourd'hui, ils s'interrogent, ils vont venir. Alors vous savez que Jean-Luc Mélenchon va venir à Montpellier le 8 février, à Fréjorgue, au Parc des Expos. Et donc d'ores et déjà, bon, on est en train d'organiser la salle. Ce qui s'est passé à Nantes le lendemain de l'émission, on a vu une salle de 4000 places, pof, il y avait 6000 personnes. Et il y a des gens qui viennent pour essayer d'apprécier le personnage et de ne pas seulement passer par le petit écran. Je suis navré pour vous. On voit des images. Voilà, le lien direct, quoi. On voit des images qui ont presque 2 ans. C'était lors d'un autre meeting, c'était pendant les régionales, au même endroit, au Parc des Expos de Montpellier. Il y avait à peu près 5000 personnes à l'époque. Vous en attendez autant? Il y en aura plus. Il y en aura plus, je le sens. René Revol, pourquoi, malgré ces performances de Jean-Luc Mélenchon, malgré son discours, des propositions simples, comme celles que vous venez de rappeler, pourquoi finalement que 7% dans les sondages, peut-être 8 ou 9 demain? Pourquoi toutes ces propositions-là n'arrivent pas à convaincre finalement le plus grand nombre? Parce qu'au final, on a quand même écoutez, Sarkozy, Hollande devant. Je ne parle pas de vous, mais regardez les grands médias. On vous dit, il y a les 4, voilà, puis on ne parle pas des autres. Il veut sortir de ce schéma, Jean-Luc Mélenchon. Il y a les 4. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il dit c'est les 4 Dalton, de l'austérité, chacun à leur manière. Donc, les propositions de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas connues du grand nombre. Elles commencent seulement à être connues. D'accord? Par exemple, lorsqu'on propose de faire que les banques rentrent dans une sorte de service organisé pour prioritairement financer les activités productives et utiles, bon, ben voilà, moi je connais des gens, même des chefs d'entreprise, qui se retrouvent dans des situations où la banque leur dit non. Leur dit non aujourd'hui, parce qu'ils sont en situation de contraction de crédit. Pourquoi? Parce que la banque n'est plus une source de financement. Elle est devenue un instrument de spéculation sur les marchés financiers. Il faut donc changer de système. Et aujourd'hui, pourquoi il y a des gens hésitent, vous comprenez? Je comprends, moi, que les gens hésitent. Parce que tout le monde leur explique qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est, au fond, de serrer la ceinture, de faire moins. Mais cela nous mène dans le mur. Si les entreprises investissent moins, si les ménages consomment moins, si l'État dépense moins, il n'y a pas besoin d'avoir fait des années d'économie pour savoir que la demande intérieure, cher ami, elle chute. On a appris ça en cours ensemble. Donc elle chute. Lui, il n'a pas fait les mêmes cours que voilà, vous. Il n'a pas suivi la il s'y connaît. Et ça chute. Et donc si ça chute, il y a moins d'emplois. Et s'il y a moins d'emplois, il y a moins de ressources fiscales pour l'État. Donc le déficit creuse. Et on voit les agences de notation qui exigeaient que les États fassent des mesures d'austérité pour pouvoir payer leurs dettes aux créanciers, non pas leurs dettes aux banques centrales, leurs dettes aux créanciers, d'accord? Et aujourd'hui, elles disent, aïe, 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 la récession arrive parce que vous n'avez pas déclenché la croissance. Mais comment voulez-vous déclencher la croissance si vous réduisez l'activité globale? Justement, les agences de notation, on a vu la note de la France dégradée en fin de semaine dernière. Aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises françaises qui sont dégradées, la EDF, la SNCF, cet après-midi. Quelle est la position de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions-là? Il faut pas. Les agences de notation, les unes après les autres, vous les prenez. Qui en sont les propriétaires? Ce sont des propriétés privées qui sont les actionnaires de ces agences de notation. D'accord? Elles sont elles-mêmes cotées d'ailleurs. C'est très drôle. Et qui sont les actionnaires? Ce sont les grandes puissances financières qui sont sur les marchés financiers. Donc les agences de notation, c'est finalement le porte-parole des rentiers qui ont pris le pouvoir dans cette société sur les productifs. Ceux qui créent des richesses ont été ceux qui ont une activité, qu'elle soit privée ou publique, qui est utile aux autres, soit en fabriquant des biens, soit en fabriquant des services. Ceux-là, aujourd'hui, n'ont plus, disons, la main. Ceux qui ont la main sont les titulaires de la rente. Donc il faut couper le cordon avec les marchés financiers et repasser par un financement. Vous trouvez normal, vous, que la Banque centrale prête aux banques à 0,5 ou 1% et que ces mêmes banques prêtent ensuite aux États à 6 ou 7%. Il faut faire une petite marge quand même, enfin, M. Revol, demander à un chef d'entreprise qui est à côté de vous. Oui, mais la question, c'est que justement, les banques, eux, ont un privilège énorme que n'ont pas les entreprises. C'est de pouvoir créer de la monnaie en faisant du crédit et de fixer un taux. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire est extrêmement simple au départ. Il y en a plein d'autres mesures. Mais une première mesure, que la Banque centrale prête à 1% aux États et qu'elle ne casse ce système spéculatif, qu'elle le casse. C'est pas très révolutionnaire puisque c'est ce qui se passe quand même dans d'autres pays à travers le monde. Or, dans la zone euro, grâce au système qui a été mis en place par le traité de Lisbonne, eh bien, c'est devenu impossible. Il faut rompre avec ce système. René Revol, on a reçu un communiqué cet après-midi du groupe socialiste et démocrate, ce sont les sociodémocrates socialistes du Parlement européen, qui se satisfont de l'élection d'un des leurs, Martin Schulz, c'est un social-démocrate allemand,
à la présidence du Parlement européen, mais qui regrette le comportement de Jean-Luc Mélenchon et de son groupe, qui finalement s'est allié, c'est l'analyse qu'ils font, aux libéraux contre l'élection de Martin Schulz, et puis notamment contre la politique sur... allez, je vais y arriver. Vous allez y arriver, sûrement. Certainement, je vais y arriver. La taxe sur les transactions financières, la fameuse taxe Tobin. Donc les sociodémocrates disent, nous, on l'a mise en avant, et par son comportement, Jean-Luc Mélenchon s'est allié avec les libéraux. Il faut faire très très attention. J'espère qu'un jour, je ne mettrai jamais les pieds dans le Parlement européen. C'est un Parlement dans lequel les groupes politiques passent des accords. Ce n'est pas le cas de la gauche en question, où on se laisse la place de président tous les 3 ans, d'accord, et on se partage l'ensemble des pouvoirs. Ce qui signifie qu'il n'y a plus clairement une orientation politique qui domine. Donc Schulz s'est présenté, voilà, je ne connais pas le détail, mais je connais très bien la politique que défend Schulz. Il a voté les plans d'austérité que Merkel a présentés au Parlement. Parce que vous savez qu'il y a une différence quand Merkel et Sarkozy vont à un sommet. Merkel, elle est obligée d'avoir un vote de son propre Parlement. D'accord ? Elle est obligée d'avoir un vote de son propre Parlement. Eh bien, alors que Sarkozy, il y va, il fait ce qu'il veut, vu qu'on est dans une semi-démocratie ici, bonapartiste, où il y a un président qui décide à la place de tout. Elle, au moins, elle est obligée devant son Parlement. Et devant ce Parlement, sur les transactions financières défendues par les sociodémocrates au Parlement, Jean-Luc Mélenchon est contre. Je termine. La CDU et le SPD ont voté ensemble ces plans d'austérité. Contrairement à Die Linke, à la gauche, les Verts aussi l'ont voté, ces plans d'austérité en Allemagne. Donc Schulz, la politique qu'il compte défendre dans la question, alors naturellement, dans sa motion, à côté de la défense des plans d'austérité, il rajoute la taxation des transactions financières. On ne va pas se faire avoir par une aussi petite manœuvre. C'est comme aujourd'hui, vous avez Sarkozy qui veut en mettre en place la taxation de transactions financières. Ce n'est pas une raison pour nous pour voter Sarkozy la prochaine fois. Vous en conviendrez bien. On va continuer à parler. On va parler aussi du Parti Socialiste. On va avancer un petit peu dans les informations politiques. Dans l'Hérault, d'abord, avec une information tombée aujourd'hui. Le mandataire héroltais du candidat François Hollande, eh bien, ça sera le Strasbourgeois Alain Fontanel, le patron de la tutelle, qui dirige toujours la fédération PS de l'Hérault. Une tutelle qui dure donc, mais un conseil fédéral qui doit normalement être mis en route dans les prochains jours. Alain Fontanel, mandataire de Hollande dans l'Hérault. Ça y est, on le voit à l'image. Voilà, c'est lui. Ça a le mérite de trancher entre l'ancien patron Robert Navarro, exclu du PS, et André Vézinet, président socialiste du Conseil général, qui était aussi volontaire pour être mandataire donc de François Hollande. Strasbourg, c'est où dans l'Hérault ? C'est un petit peu au nord-est. Nord-est. C'est l'Est. Voilà. Dans le Gard, par contre, la situation semble apaisée. Le PS gardois qui lançait hier ses campagnes présidentielles et législatives. Regardez ce petit reportage, images et interviews signé Franck Chassagnon. Tous sur la photo de famille, le message est clair, le PS du Gard n'est pas divisé, les guéguerres des primaires sont oubliées, l'union est affichée car les combats qui arrivent s'annoncent périlleux. Ce que je sais, c'est qu'il y a un ras-le-bol très fort et que cette campagne va être sûrement très dure, très agressive, parce qu'ils ne vont pas se laisser déménager comme cela. Alors il faut qu'on ait du répondant en face. Ceux qui connaissent l'histoire du Parti socialiste dans le Gard ont bien pu mesurer à quel point on avait su créer les conditions de la dynamique, du rassemblement, de l'unité. Ce sont les conditions de la victoire. Nous sommes là pour faire en sorte que les Gardois soient très présents dans le combat qui s'engage aujourd'hui pour éliminer la droite et faire en sorte que François Hollande nous apporte le changement. Un changement que tous les courants du Parti socialiste reprennent en cœur. Alors il y a bien encore des divergences nationales entre certains ténors, mais localement et en particulier dans le Gard, les adversaires politiques sont clairement identifiés. On a un FN qui est très haut puisque Marine Le Pen atteint pour le moment dans les intentions de vote le meilleur score de son père de toute sa carrière, donc c'est très inquiétant. Il s'agit donc de répondre très concrètement aux problématiques des Français et de leur expliquer, de convaincre les Français que le FN est une impasse. Et dans le dernier sondage Ipsos des 13 et 14 janvier, François Hollande est crédité de 29% des intentions de vote au premier tour. Il battrait le candidat Sarkozy au second avec 59% des suffrages. Sondage. Et puis, on en a parlé dans ce reportage, le Front National qui présente un candidat presque surprise dans le Gard. Et oui, c'est la crainte du Parti Socialiste, le Front National. Ce week-end anime lancement de campagne avec la présence d'abord du président d'honneur du FN, Jean-Marie Le Pen, et puis effectivement un candidat très remarqué, Gilbert Collard, qui a bien précisé qu'il n'était pas adhérent du Front National, mais qu'il était quand même soutenu par le parti de Marine Le Pen dans sa campagne donc sur la deuxième circonscription du Gard. Un candidat
qui se défend d'être d'extrême droite. Je vous propose de l'écouter sur la thématique de l'immigration. Écoutez. Il faut se consacrer aux populations issues de l'immigration, qui elles ont besoin qu'on les aide. Mais on n'a aucune obligation morale de subir l'immigration. Si on pouvait, si par exemple la CGT acceptait de mettre son château à la disposition des sans-papiers, on saurait où les placer, voyez-vous. Mais malheureusement, son château, il n'est pas accessible pour les sans-papiers. Bon, alors on fait avec. Malheureusement, la situation est telle aujourd'hui que c'est le peuple qui paye la générosité factice des théâtreux de la bonne conscience, vous comprenez. Bon. Et quand on voit les augmentations qui cognent de tous les côtés, les salaires qui diminuent, le pouvoir d'achat qui se rétrécit, bon, on est obligé, je suis désolé, de dire qu'on doit concentrer nos efforts sur la France, quoi, parce qu'elle en a besoin, voilà. Mais c'est un discours de réalité, quoi. Il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a pas de xénophobie. René Revol a une réaction sur ces propos de Gilbert Collard. Gilbert Collard, c'est le fauné du Front National depuis des semaines et des mois même. Et on le sait très bien, notamment à travers certains textes qu'il a adoptés. Moi, je trouve scandaleux cette campagne sur l'immigration. Et notamment sur les travailleurs sans papier. Car il y a une bonne partie de notre activité qui provient de ces travailleurs. Et moi, en tant que le Front de gauche, nous défendons la régularisation de tous les travailleurs sans papier. Et derrière, il y a quand même un contexte qui est celui d'une crise où effectivement la situation de nos concitoyens se dégrade. Le FN apporte une réponse qui est une fausse réponse, consiste à dire c'est la faute à l'immigré. Et pour ne pas voir les vrais responsables de cette crise. Et moi, je m'adresse à tous les ouvriers, à tous les gens du peuple. Dans ma commune, j'en connais qui votent Front National et j'hésite pas à aller les voir pour discuter avec eux en disant le responsable, c'est pas l'immigré. Le responsable, c'est le système financier dans lequel on est qu'il faut changer. Et donc, en trouvant près de soi un immigré comme adversaire, on permet par là même d'évacuer les questions fondamentales. Donc c'est pour ça que cette campagne présidentielle, la présence du FN et la façon d'y répondre est une chose tout à fait essentielle. René Revol, merci. On rappelle le rendez-vous, Jean-Luc Mélenchon, au Parc Expo de Montpellier, c'est le 8 février à 20h. Voilà. À 20h. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci Olivier. On va marquer une première courte pause. À tout de suite.